Bonjour docteur, vous avez pas honte? Pardon? J'ai vu Hold Up hier, et je peux vous dire que... Non mais vous allez pas nous faire le coup à chaque épidémie. Comment ça, à chaque épidémie? En 2009 éclate l'épidémie de H1N1, la grippe porcine. Aux États-Unis, plusieurs conservateurs pensent qu'il s'agit d'un acte terroriste contre le pays. Les Mexicains, comprendre les clandestins, seraient les porteurs de la maladie qui leur aurait été inoculée par des terroristes de l'autre côté de la frontière. Durant l'épidémie, les pays occidentaux commandent énormément de vaccins, entraînant alors une pénurie. Les nations moins riches doivent attendre le lent renouvellement des stocks, ce qui fragilise les gouvernements. Certains pays développent alors une méfiance à l'égard des États-Unis, de l'Europe ou des grandes institutions internationales. L'Indonésie annonce ne plus vouloir collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé, accusant les États-Unis d'Amérique d'utiliser ses ressources pour créer une arme bactériologique. Ah, ça a changé, mon gosse! En 2005, c'est H5N1, la grippe aviaire. La situation est similaire à celle de 2009. La ministre de la Santé indonésienne publie « It's time for the world to change. God is behind the avian influenza virus », dans lequel elle explique que les pays riches cherchent à fabriquer des virus pour éliminer les pays pauvres. Ça vous rappelle rien? Un film de Michael Bay? En 2002, c'est le SRAS. Sergueï Kolesnikov, un scientifique russe, affirme que c'est un virus créé par l'homme, ce qui va lancer une vague d'hypothèses du complot en Chine, comme quoi le virus aurait été créé par les États-Unis d'Amérique pour saboter la Chine. 1984, l'encéphalopathie spongiforme bovine. L'encyclo quoi? La maladie de la vache folle. Ah! Cette épidémie était particulière, puisqu'elle se déclarait tardivement, des années après dans de nombreux cas. La menace de la contamination était aussi incertaine qu'omniprésente, comme une épée de Damoclès au-dessus du ventre de chacun et de chacune. Les Colchester, deux scientifiques britanniques, font remonter la contamination à l'Inde et au Pakistan, pays qui fournissaient de l'engrais au Royaume-Uni dans les années 70. Des fragments humains se seraient retrouvés dans les 10 engrais. La communauté scientifique rigole, les tabloïds beaucoup moins. En 2001, David Cole, fondateur du groupe Mad Cow Conspiracy Project, publie Where's the beef? The Mad Cow Disease Conspiracy. Encore édité aujourd'hui. Et ça leur donnait des gaz. Pardon? Ben, c'est pas ça l'épée de Damoclès? Fin des années 70, le sida. Pendant longtemps, la maladie n'est pas identifiée. On ne veut pas l'identifier. Cela ne concernerait que les homosexuels et les drogués. Et en fait, pas du tout. Plusieurs gouvernements ne prenant pas au sérieux la maladie, il faudra de nombreuses années pour l'identifier et finalement pour agir. Encore aujourd'hui, près de 38 millions de personnes vivent avec le VIH. On vit avec, on n'en guérit pas encore. Les hypothèses du complot sont légion. Parmi elles, celle de Jacob Segal, professeur à l'Humboldt University de Berlin, qui affirme que le virus a été créé dans la base militaire états-unienne de Fort Detrick. À la fin de la guerre froide, on découvre que Segal était un agent de désinformation pour le compte du KGB. Il s'agissait d'une vaste opération des services secrets soviétiques appelée Opération Infection, qui visait à lancer la rumeur d'une fabrication du VIH par les militaires états-uniens. En 1991, l'animateur radio et auteur William Milton Cooper, un grand nom du conspirationnisme états-unien, affirme dans Behold, a pale horse. que le sida a été créé pour exterminer les Noirs, les Hispaniques et les homosexuels. Aux États-Unis d'Amérique, l'organisation Nation of Islam affirme que le virus est une création des labos et du gouvernement dans le but de créer un génocide raciste. L'organisation boycottera par la suite toute campagne de vaccination. Dans une interview à Time Magazine en 2004, la prix Nobel de la paix Wangari Maathai suggère une nouvelle fois l'idée que le virus a probablement été créé par la main humaine. Moi je suis tranquille, je me lave. Mais ça marche pas comme ça. 1918, la grippe espagnole. Aux États-Unis, on accuse la compagnie Bayer de contaminer le pays avec ses cachets d'aspirine. La compagnie allemande devra se fendre d'une pub indiquant que tout était produit sous contrôle américain. À Boston, une femme affirme avoir vu un navire de guerre allemand dans un nuage de fumée avant que l'épidémie arrive dans la ville. Accusation similaire au Brésil impliquant cette fois des sous-marins allemands. D'ailleurs, dans ce pays, on l'appelle
la grippe allemande. Le monde sort de la Première Guerre mondiale, et les nations opposées à l'Allemagne ne sont pas encore totalement en paix, surtout après des années de discours patriotiques anti-germanistes. En Pologne, on la surnomme grippe bolchevique, et en Espagne, la grippe française. Et les potames? Quoi, les potames? Bah ouais, la grippe aux potames. Recul rapide, grippe russe en 1889, pandémie de choléra en 1881, 1863 et 1817, des pestes ici et là, le Kokolitzli en 1545 puis en 1576, et, bien sûr, 1347, la peste noire. On ne peut pas vraiment parler d'hypothèse du complot, mais les rumeurs vont bon train. On accuse les juifs, les gens du voyage et les sorcières de volontairement contaminer les puits et de propager la maladie. Mais ils sont pas cool! Chaque épidémie a son lot de rumeurs ou d'hypothèses du complot. Une épidémie inquiète, voire terrifie. Elle est faite de données inconnues. Qui, quoi, comment, où et quand. Et c'est justement dans l'incompréhension et l'obscurité que l'on imagine les pires monstres. Mais derrière le conspirationnisme, il y a aussi des intérêts, économiques ou politiques. On vend un livre, on dénigre un adversaire, on déstabilise une institution ou on justifie une situation. Qu'est-ce que ces exemples nous montrent? Déjà, que ce sont les mêmes accusations qui reviennent plus ou moins en boucle. Symptômes des craintes, accusations rassurantes, chaque conspirationniste trouve son compte, sa bouée ou son punching ball. Mais l'absence de réaction ou les mauvaises réactions officielles des gouvernements ou des institutions favorisent bien plus ce conspirationnisme que les conspirationnistes eux-mêmes. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le port du masque constitue, avec le respect des gestes dits barrières, une mesure de prévention et de protection efficace. En créant de la méfiance, en montrant l'incompétence ou le fait de privilégier l'économie aux vies humaines, les institutions se décrédibilisent d'elles-mêmes. Et difficile de faire appliquer quoi que ce soit derrière. Pendant l'épidémie de grippe porcine, les médecins mexicains s'informaient grâce aux médias et non aux consignes officielles inexistantes. Parce que les médias sont bien plus rapides que n'importe quelle institution. Là où la recherche scientifique a besoin de temps, les médias grand public comme alternatifs, ont besoin d'affirmations, de gros titres et de formulations slogans. Le marché de l'information est devenu le terrain d'une telle concurrence que c'est au plus sensationnel que reviendra les vues. Inviter un conspirationniste fera toujours plus de vues qu'une personne ayant passé 20 ans dans un domaine. Et maîtriser un domaine ne veut pas dire tous les maîtriser. L'astrophysique n'est pas la sociologie, l'archéologie n'est pas la chimie et la biologie n'est pas l'anthropologie. Il serait dommage cependant de rejeter aveuglément les accusations conspirationnistes. Elles sont plus parlantes qu'on ne le pense. Ne l'oublions pas, bien que le conspirationnisme touche tous les bords politiques, il est ancré à l'extrême droite. En témoigne l'accusation récurrente de l'invasion extérieure. Navires militaires étrangers, virus conçus en laboratoire étranger, surnoms étrangers, tous ces autres comme boucs émissaires. Mais aussi le fantasme de l'extermination ou du complot des élites. Chaque hypothèse du complot concernant une épidémie est chassée par les hypothèses de l'épidémie suivante. Si celles sur le sida survivent, c'est parce qu'il est toujours bien présent. Mais que reste-t-il de la grippe aviaire, du SRAS, de la grippe porcine? Les hypothèses du complot liées au Covid-19 sont plus fortes et plus visibles parce que la situation est nouvelle, totalement internationale et semble illimitée dans le temps. Mais aussi parce que cette épidémie est terriblement révélatrice des failles de notre système actuel. Et par notre système, il faut comprendre le système général, pas simplement la France. La peste noire a bouleversé l'Europe médiévale. La maladie de la vache folle a permis d'arrêter l'utilisation de farines animales comme nourriture pour le bétail. Le sida a démocratisé le préservatif. La grippe espagnole a popularisé le lavage de mains. Qui sait ce que la fin du Covid-19 nous réserve? La réponse ne viendra peut-être pas des institutions. Et du coup, je fais quoi? Lavez-vous les mains, tenez-vous à distance et faites-vous dépister. Ok, on fait ça. Allez, 5G parti. Hein? Vous connaissez les extracteurs de jus? Oh bordel, cours!